Bonjour les esprits curieux, bienvenue dans ce nouveau voyage de découverte. Aujourd'hui, nous allons explorer un sentiment que nous connaissons tous trop bien, mais sous une perspective qui pourrait changer la façon dont vous le percevez pour toujours. Alors, rejoignez-moi pour cette analyse approfondie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à cette sensation constante de précipitation, à ce courant sous-jacent d'urgence qui vous pousse à faire plus, à être plus, à accomplir plus? C'est une pression qui semble sans fin, un moteur qui ne s'éteint jamais et qui vous maintient dans un état d'alerte permanent. La question que nous devons nous poser est la suivante. Avons-nous normalisé l'anxiété au point d'en faire le carburant invisible de notre société moderne? Cet état d'agitation perpétuelle est-il le prix que nous payons pour le progrès, ou y a-t-il même quelque chose de plus sombre derrière? Pour commencer, nous devons comprendre ce que signifie normaliser quelque chose. Normaliser n'est pas simplement accepter. C'est intégrer un comportement ou un état si profondément dans notre vie quotidienne que nous cessons de le remettre en question. Nous l'assumons comme le réglage par défaut de notre existence. L'anxiété, dans sa forme la plus élémentaire, est une réponse de survie. C'est le système d'alarme de notre corps, conçu pour nous avertir d'un danger imminent. Nos ancêtres en avaient besoin pour échapper aux prédateurs. C'était un outil pour la vie. Mais quels sont les prédateurs d'aujourd'hui? Ce ne sont plus les tigres à dents de sabre. Ce sont désormais les délais, les notifications incessantes, la pression de la concurrence au travail et la comparaison constante sur les réseaux sociaux. Ce sont des menaces abstraites, mais notre biologie y répond avec la même intensité. C'est là qu'intervient la sociologie. Certaines études suggèrent que notre culture a glorifié le fait d'être occupé. Une narration s'est construite où l'épuisement est une médaille d'honneur, une preuve que vous êtes productif, que vous êtes important dans le système économique. Cette mentalité est connue sous le nom de culture de l'hyperactivité ou hustle culture. C'est l'idée que vous devez sacrifier votre repos, vos loisirs et votre bien-être sur l'autel du succès. C'est une idéologie qui nous dit que si vous ne souffrez pas un peu, vous ne vous efforcez pas suffisamment. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire avec fierté qu'il n'avait dormi que 4 heures à cause du travail? Ou combien de fois vous êtes-vous senti coupable de prendre une pause, de ne faire absolument rien pendant un après-midi entier? Cette culpabilité est un symptôme. L'anxiété devient ainsi un mécanisme de contrôle social. Elle nous maintient productifs, nous pousse à continuer de courir dans la roue sans nous demander pourquoi nous courons. La peur d'être laissé pour compte, d'être insignifiant, est un moteur incroyablement puissant et le système le sait. Ensuite, il y a le rôle du consumérisme. La publicité moderne est experte dans la création d'angoisses que nous ne savions pas avoir. Elle nous dit que nous ne sommes pas assez minces, riches, populaires ou attrayants, mais que nous pouvons acheter la solution à ces problèmes. Chaque publicité nous présente une version idéalisée de la vie, un bonheur prêt à l'emploi. Le fossé entre cette fantaisie et notre réalité génère une anxiété constante, un désir perpétuel d'acquérir plus pour combler un vide qui, en réalité, n'est pas matériel. De cette façon, l'anxiété ne nous rend pas seulement de meilleurs travailleurs, mais aussi de meilleurs consommateurs. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Nous travaillons plus sous la pression de l'anxiété pour gagner de l'argent, puis nous dépensons cet argent pour apaiser cette même anxiété que le système nous a générée. Et bien sûr, nous ne pouvons ignorer l'éléphant numérique dans la pièce, les réseaux sociaux. Ces plateformes sont des incubateurs d'anxiété par conception. Elles nous exposent à un flux incessant de vie apparemment parfaite, créant un standard impossible à atteindre. La peur de manquer quelque chose, connue sous l'acronyme anglais FOMO, Fear of Missing Out, est la crainte que d'autres vivent des expériences enrichissantes auxquelles vous êtes absent. Les réseaux sociaux amplifient cette peur à un niveau global et constant, 24 heures sur 24. Chaque like, chaque commentaire, chaque notification est une petite dose de validation que notre cerveau désire ardemment. Nous devenons accros à cette approbation externe et son absence génère une profonde anxiété sociale et un sentiment d'invisibilité. Même notre façon de communiquer a changé. La pression de répondre instantanément aux messages, d'être toujours disponible, a effacé les frontières entre le travail et la vie personnelle, entre le public et le privé, créant un état d'alerte qui ne connaît jamais de répit. Des psychologues de l'Université de Harvard ont souligné comment cette surcharge d'informations et de stimuli épuise nos ressources cognitives. Notre cerveau n'est pas conçu pour traiter cette quantité de données et d'interactions sociales simultanément. Le résultat est l'épuisement mental. Ceci dit, il ne s'agit pas de diaboliser la technologie ou le travail acharné. L'ambition et le désir de s'améliorer sont inhérents à l'être humain. Le problème survient lorsque le système détourne ces impulsions naturelles et les transforme en une source d'anxiété chronique et généralisée. Nous avons créé une société qui valorise plus l'apparence de la productivité que la productivité réelle, et plus l'accumulation d'expériences a montré que le plaisir authentique de ces expériences. Nous vivons pour le feed, pour le CV, pour l'image extérieure.
L'anxiété normalisée a aussi un effet dangereux, elle nous vole le présent. Lorsque nous sommes constamment préoccupés par l'avenir, par le prochain objectif, par la tâche suivante, nous sommes incapables d'être pleinement dans l'ici et maintenant. Le moment nous échappe. Nous devenons des fantômes dans notre propre vie, toujours à penser à ce qui va suivre, à planifier, à optimiser, à nous inquiéter. Le philosophe Alan Watts en parlait, de la façon dont nous vivons une quête constante d'un futur qui, une fois atteint, est vécu avec la même anxiété pour le futur d'après. Cet état de fait a des conséquences physiques réelles. Des études en neurosciences ont démontré que le stress chronique, qui est la manifestation physique de l'anxiété prolongée, peut endommager notre cerveau, affecter notre mémoire et affaiblir notre système immunitaire. Ce n'est pas une simple sensation de nervosité. C'est une condition qui ronge notre santé de l'intérieur de manière silencieuse mais implacable. C'est l'usure lente de notre être, acceptée comme le coût normal de la vie moderne. Le véritable tournant, l'idée la plus troublante, est que ce système n'est pas nécessairement une conspiration consciente. Il n'y a pas un groupe de personnes dans une pièce sombre concevant comment nous rendre anxieux. C'est plus subtil, c'est un système qui a évolué pour favoriser ces traits. Les entreprises qui promeuvent la productivité extrême et le consumérisme prospèrent simplement davantage dans cet environnement. Les plateformes qui captent notre attention le plus efficacement survivent et se développent. C'est une sorte de sélection naturelle culturelle où l'anxiété et l'adaptation devenues dominantes. On nous a vendu l'idée que le bonheur est une destination que l'on atteint après un voyage ardu d'anxiété et de sacrifice. Mais, et si le bonheur n'était pas un lieu où arriver, mais une façon de voyager? Une façon que nous avons oublié de pratiquer. En normalisant l'anxiété, nous avons aussi stigmatisé le calme. La tranquillité est confondue avec la paresse. L'immobilité est perçue comme un manque d'ambition. Prendre le temps de ne rien faire, de simplement être, est presque un acte de rébellion dans le monde actuel. La solution, par conséquent, n'est pas simplement individuelle. Il ne suffit pas de méditer ou de faire du yoga, bien que ces outils soient incroyablement utiles. Elle exige un éveil collectif, une reconnaissance que les règles du jeu auxquelles nous jouons peuvent être fondamentalement faussées. La première étape est de dénormaliser l'anxiété dans notre propre esprit. C'est arrêter de la voir comme un titre de gloire et commencer à la voir pour ce qu'elle est. Un signal que quelque chose, que ce soit dans notre vie ou dans notre environnement, est déséquilibré et nécessite notre attention. Cela signifie remettre en question le discours de la productivité à tout prix. Nous demander si la prochaine promotion ou le prochain achat nous apportera réellement la paix que nous cherchons ou si ce n'est qu'une distraction temporaire d'une inquiétude plus profonde. Cela implique d'établir des limites claires, apprendre à dire non. Non au travail supplémentaire qui sacrifie votre santé. Non à la pression sociale qui vous oblige à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Non à la connexion numérique constante qui vous vole la paix mentale. Il s'agit de redéfinir le succès. Peut-être que le vrai succès n'est pas combien vous avez en banque, mais combien de paix vous avez dans votre esprit. Ce n'est pas le nombre de followers que vous avez, mais la profondeur de vos connexions réelles. D'un point de vue anthropologique, les cultures humaines ont historiquement eu des rituels et des moments communautaires de repos et de célébration. Nous avons largement remplacé ces espaces de connexion authentique par la quête individualiste d'objectifs. Récupérer ces espaces est vital. Nous avons besoin de plus de conversations réelles et moins d'interactions superficielles. Nous avons besoin de plus de temps dans la nature et moins de temps devant les écrans. Nous devons nous souvenir de notre humanité partagée. L'anxiété prospère dans l'isolement. Lorsque nous croyons que nous sommes les seuls à lutter, son pouvoir sur nous se multiplie. Mais au moment où nous partageons notre expérience, nous réalisons que c'est un fardeau collectif. Ce n'est pas un appel à l'inaction ou à la résignation. Au contraire, c'est un appel à une action plus consciente. Une action qui provient d'un lieu de but et de choix, non d'une peur diffuse et d'une pression externe. C'est reconnaître que nous sommes plus que notre productivité. Nous sommes des êtres complexes avec des besoins émotionnels, spirituels et sociaux que la culture de l'hyperactivité ignore complètement. Notre valeur ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes. La prochaine fois que vous ressentirez cette vague d'anxiété, cette hâte de faire quelque chose, n'importe quoi, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous, d'où vient ce sentiment? Est-ce une menace réelle ou est-ce l'écho d'un système qui vous a appris à ne jamais être en paix? Prendre conscience est l'acte de rébellion le plus puissant. En observant le mécanisme, nous cessons d'être un simple rouage à l'intérieur de celui-ci. Nous acquérons la capacité de choisir comment répondre au lieu de simplement réagir par instinct. Ainsi, l'anxiété n'est pas l'ennemi à vaincre. C'est un messager qui nous dit que nous vivons en désaccord avec notre propre nature, dans un environnement qui est souvent hostile à notre bien-être psychologique. Écoutez ce messager, au lieu de le faire taire avec plus de travail, plus de distraction ou plus de consommation, est le début d'un chemin plus authentique.
Un chemin où l'objectif n'est pas la productivité sans fin, mais la plénitude et la connexion. Nous avons exploré comment la société, la culture du travail, le consumérisme et la technologie tissent un réseau qui favorise un état d'anxiété constant. Mais il est crucial de comprendre que reconnaître cela ne fait pas de nous des victimes, mais nous donne du pouvoir. Le pouvoir réside dans la compréhension. En comprenant les forces externes qui influencent notre état interne, nous pouvons commencer à naviguer dans nos vies de manière plus intentionnelle en distinguant entre nos propres ambitions et les pressions imposées. La philosophie stoïcienne, par exemple, nous enseigne à différencier ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler les attentes de la société, mais nous pouvons contrôler notre réponse à celle-ci. C'est là que réside notre liberté. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde, mais de construire une forteresse intérieure. Un espace mental où les tempêtes de la pression externe ne peuvent ébranler notre calme. Un refuge que nous cultivons par la conscience de soi et le choix délibéré. Pensons au concept de temps perdu. Nous passons des heures à consommer passivement du contenu ou à nous inquiéter de choses hors de notre contrôle. Récupérer ce temps pour le repos actif, pour un loisir, pour une connexion réelle est un acte révolutionnaire. La pression de l'auto-optimisation est aussi un piège. L'idée que nous devrions toujours nous améliorer, apprendre une nouvelle langue, perfectionner une compétence. Parfois, l'acte le plus sain est simplement de s'autoriser à être imparfait, à être suffisant tel que l'on est. À bien des égards, notre société a médicalisé un problème social. Nous traitons l'anxiété avec des solutions individuelles alors que ses racines sont souvent collectives. C'est comme mettre un pansement sur une plaie qui nécessiterait une intervention bien plus profonde. C'est pourquoi en parler est si important. Ces conversations créent des brèches dans le discours dominant. Chaque fois que quelqu'un admet se sentir dépassé, cela donne la permission à un autre de ressentir la même chose, affaiblissant le pouvoir de la stigmatisation et de l'isolement. Les jeunes générations semblent de plus en plus conscientes de ce problème. Il existe un mouvement croissant qui remet en question la culture de l'acharnement au travail sans relâche et prône un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est un signe d'espoir. C'est le rejet de l'idée que nous devons nous vendre corps et âme à un employeur ou à un objectif en échange d'une promesse de sécurité ou de bonheur futur. C'est la demande de vivre pleinement le présent et non de simplement survivre en attendant le week-end. Rappelons que les systèmes sociaux ne sont pas immuables. Ce sont des constructions humaines et, en tant que telles, elles peuvent être déconstruites et reconstruites. Le changement culturel commence par un changement de la conscience individuelle qui se propage comme une onde. L'anxiété normalisée nous prive de notre capacité à rêver. Elle nous maintient concentrés sur la survie et la gestion de crise, plutôt que sur la création, l'exploration et l'imagination de futurs différents et meilleurs. En défiant cette norme, nous ne faisons pas que retrouver notre paix mentale, mais aussi notre pouvoir créatif. Le pouvoir d'imaginer et de construire une réalité où la productivité sert l'humanité et non l'inverse. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits actes de résistance. Choisir un livre plutôt que le téléphone, faire une promenade sans but précis, avoir une conversation sans distraction, chacun de ces actes est un vote pour un mode de vie différent. La prochaine fois que vous vous sentirez coupable de vous reposer, rappelez-vous que le repos n'est pas l'absence de productivité, il en est une partie essentielle. C'est le terreau fertile où germe la créativité, la clarté et le bien-être. L'anxiété se nourrit du futur, des « et si ». Une façon de la contrecarrer est de s'ancrer fermement dans le présent, dans les sensations physiques. Le contact de vos vêtements, l'air que vous respirez, les sons autour de vous. C'est ça qui est réel. La majeure partie de l'anxiété, non. Le système nous veut distraits, préoccupés et en compétition les uns avec les autres. Parce que c'est ainsi que nous sommes plus faciles à gérer, plus prévisibles. Le calme, la clarté et la coopération sont, en essence, des menaces à cet ordre établi. Donc la question finale n'est pas comment éliminer l'anxiété de nos vies, c'est impossible. La question est comment cesser de lui permettre d'être le moteur principal et la transformer en une simple boussole qui nous signale occasionnellement un déséquilibre. Voici le point culminant de notre réflexion. L'anxiété normalisée n'est pas un simple sous-produit malheureux de la vie moderne. C'est une caractéristique fonctionnelle et nécessaire du système socio-économique actuel. Ce n'est pas une erreur du système, c'est une partie de son système d'exploitation. Un travailleur angoissé à l'idée de perdre son emploi ne demandera pas d'augmentation. Un consommateur angoissé par son statut social est un consommateur qui achètera des produits dont il n'a pas besoin. Une population anxieuse est une population docile. Cette perspective change tout. Cela cesse d'être un problème personnel que nous devons résoudre en solitaire et cela devient un problème structurel que nous devons reconnaître collectivement. Votre anxiété n'est pas votre échec, c'est le succès d'un système qui vous veut ainsi. L'industrie du bien-être, bien que souvent bien intentionnée, peut tomber dans le piège de vendre des solutions individuelles à ce problème systémique.
Elle vous apprend à mieux respirer dans une cage, au lieu de vous aider à en voir les barreaux. L'objectif ne devrait pas être de simplement gérer l'anxiété pour pouvoir rester productif au sein du même système qui la génère. L'objectif devrait être de transformer le système afin qu'il ne génère pas de niveau toxique d'anxiété en premier lieu. La normalisation est l'anesthésie qui nous empêche de ressentir la douleur d'une blessure sociale. Elle nous fait croire que le problème est en nous, dans notre incapacité à nous adapter, et non dans la toxicité de l'environnement auquel nous essayons de nous adapter. Pensez à la façon dont le langage a changé. Le stress sonne presque positif, comme un signe d'importance. L'épuisement ou le burn-out est devenu un récit de guerre que l'on raconte avec une étrange pointe de fierté. Nous avons été conditionnés à adorer nos oppresseurs internes, à voir la voix de l'anxiété non comme un avertissement, mais comme la voix de l'ambition. Nous avons confondu le poison et le remède pendant trop longtemps. La déconnexion avec la nature est un autre facteur clé. Les recherches en psychologie environnementale montrent constamment que le temps passé dans des environnements naturels réduit la rumination mentale, ce schéma de pensée répétitif et négatif, un composant central de l'anxiété. Notre société nous a enfermés dans des boîtes de béton, physiques et mentales, nous éloignant des rythmes naturels qui, pendant des millénaires, ont régulé notre système nerveux. Nous sommes des animaux hors de notre habitat naturel, et notre anxiété en est la preuve. Même notre régime alimentaire et notre mode de vie sédentaire y contribuent. La nourriture ultra transformée et le manque d'activité physique impactent notre chimie cérébrale, nous rendant plus susceptibles aux boucles d'anxiété. Tout est interconnecté. En fin de compte, dénormaliser l'anxiété est un acte de récupération. C'est la récupération de notre attention, de notre temps, de notre souveraineté mentale et de notre connexion avec le monde réel, avec les autres et avec nous-mêmes. Je ne vous demande pas d'abandonner vos objectifs ou votre travail. Je vous invite à les aborder depuis un nouveau centre de gravité. Un centre basé sur la santé et la durabilité, non sur la peur et le manque. Un moteur de passion, pas de panique. La vie n'a pas à être une urgence constante. La paix n'est pas un luxe que l'on gagne en prenant sa retraite. C'est un droit fondamental de l'être, ici et maintenant. Et le premier pas pour le revendiquer est de voir les chaînes que nous avons acceptées comme si elles faisaient partie de notre propre peau. N'oubliez pas, le système ne changera pas de lui-même. Il dépend de chacun de nous, dans nos propres vies, de commencer à prendre des décisions qui priorisent notre humanité au-dessus des exigences de la machine. En conclusion, nous avons normalisé l'anxiété au point qu'elle est devenue la toile de fond invisible de nos vies, un moteur qui propulse un système qui souvent nous dévore. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La reconnaître non pas comme un échec personnel, mais comme un phénomène social est le premier pas et le plus crucial vers la récupération de notre paix. C'est un changement de perspective qui nous redonne le pouvoir et l'autonomie sur nos propres vies. Nous ne sommes pas brisés parce que nous nous sentons anxieux dans un monde qui semble conçu pour nous provoquer de l'anxiété. Nous répondons avec cohérence à un environnement souvent incohérent. La guérison commence lorsque nous cessons de nous blâmer nous-mêmes. J'espère que cette réflexion vous aura donné une nouvelle lentille pour voir un sentiment ancien. Qu'elle vous serve non pas à générer plus d'inquiétude, mais à inspirer une compassion plus profonde, tant pour vous-même que pour les autres qui mènent la même bataille. Le voyage pour démanteler ce moteur invisible est long et commence par un seul pas, la conscience. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir de voir les choses différemment et ce choix est le principe de toute véritable liberté. Nous sommes arrivés à la fin de notre analyse. Nous avons voyagé de la biologie de l'anxiété à son rôle dans la sociologie moderne, découvrant comment elle est devenue un pilier invisible de notre monde. La prochaine fois que vous ressentirez cette pression, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas votre faute. C'est l'écho d'un système plus vaste. Respirez profondément et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir une réponse différente. La véritable révolution de notre temps pourrait ne pas être technologique, mais une révolution de la conscience. Une révolution dans laquelle nous décidons collectivement que notre bien-être vaut plus que toute métrique de productivité. Cultivez le calme, défendez votre repos, recherchez la connexion authentique. Ce sont les actes qui, silencieusement, changent le monde, en commençant par le vôtre. Au final, la réponse à la question initiale est oui. Nous avons normalisé l'anxiété comme le moteur de nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été normalisé peut aussi être dénormalisé. Le pouvoir est entre nos mains. Merci de m'avoir accompagné dans cette immersion profonde. J'apprécie sincèrement votre temps et votre attention pour explorer ces idées complexes avec moi. C'est un privilège de partager cet espace de réflexion avec vous. J'espère que cette analyse vous aura apporté de la valeur et une nouvelle perspective sur un sujet si universel et personnel. Chacune de ces réflexions est une graine et j'espère qu'elle trouvera un terrain fertile dans votre esprit. N'oubliez pas que la connaissance est le premier pas vers le changement.
Continuez à questionner, continuez à explorer et surtout, soyez bienveillant envers vous-même dans ce voyage. Si ce contenu vous a fait réfléchir, s'il vous a interpellé, considérez de vous abonner pour ne pas manquer de futurs voyages dans les profondeurs de l'esprit et de la société. Votre soutien nous permet de continuer à créer ce type de contenu. Et maintenant, j'aimerais vous lire. Vous sentez-vous concerné par cette idée d'anxiété normalisée? Quelle est votre expérience? Partagez votre théorie dans les commentaires. Lisons et apprenons ensemble.